Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 16 février 2022, au sommaire ce soir. Nous prendrons la direction de Vallières pour faire le point sur la situation des arboriculteurs de notre territoire. Fragilisés par une crise sans précédent, les producteurs doivent faire face à de sérieuses baisses de production. Mais malgré ce contexte très compliqué, la filière garde espoir. Et puis le comité handisport de Savoie organise toute cette semaine des activités à destination d'enfants handicapés moteurs ou sensoriels. Objectif de cette opération, faire découvrir le ski pour tous. Reportage aux Annons Margeria dans ce journal. Je vous le disais en titre, la crise continue de frapper de plein fouet les arboriculteurs du territoire. Depuis l'épisode de gel intense de l'année dernière qui avait durement touché toute la production de fruits de nos départements, les producteurs tentent de maintenir le cap tout en attendant la prochaine récolte en fin d'été. Et pourtant, on estime à moins 90% la baisse de production de poires locales cette année et à moins 40% celle des pommes. Pour la filière qui a décidé de ne pas baisser les bras, il s'agit là d'un vrai coup dur. Les précisions d'Emmanuel Joud dans ce reportage réalisé à Vallières ce mercredi. Près d'un an après les gelées dévastatrices qui ont eu raison de plus de la moitié de la production viticole et arboricole en Savoie-Mont-Blanc, la filière en subit toujours les impacts. Privés de stock, de nombreux producteurs ont dû s'adresser à d'autres territoires pour satisfaire clients et lignes de transformation. Pour la société Le Prince, basée à Vallières depuis plus de 30 ans, c'est l'équivalent d'1 million d'euros qui a été dépensé en un an pour faire venir des fruits normalement produits sur place. Sans aide, ça aurait été très très compliqué. Ouais. Voilà. Mais c'est le plus gros gel qu'on ait eu au niveau français depuis 91. Voilà, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gel pareil sur la France. Parce que la problématique, c'est que nous, on a gelé, mais même ce qu'on achète ailleurs, la majorité des Français, des vergers français ont beaucoup souffert. Pour compenser ça, on a été beaucoup à l'achat et on a essayé de trouver des intermédiaires pour occuper notre personnel, parce qu'on a quand même beaucoup de personnes qui travaillent chez nous, et puis pour essayer de maintenir une activité. Si durant une bonne année, l'entreprise de quelques 130 salariés produit jusqu'à 5000 tonnes de pommes, de poires et de coings, seules 1500 tonnes ont pu être récoltées en 2021. Une année difficile à laquelle il a fallu ajouter la hausse des prix des emballages et celle de l'énergie nécessaire à la conservation des denrées. Nous, la pomme et la poire, on la stocke pour toute l'année. Donc pour la stocker, il faut du froid et il faut de l'électricité. Et les impacts énergétiques, donc le gouvernement a bridé ça pour les particuliers. Pour les entreprises, il y a un décret qui est passé qui va se mettre en place, mais pour janvier, février, mars, pour l'instant, c'est une grosse charge supplémentaire. Entre ça et le gel, c'était compliqué, quoi. Il y a beaucoup de challenges à surmonter, voilà. Pourtant, loin de baisser les bras, tous les professionnels de la filière s'activent déjà à préparer les arbres en vue de la prochaine récolte qui s'annonce déjà prometteuse. En tout cas, il y a de beaux bourgeons. Dans le moment, si tout se passe bien et qu'on a un printemps qui ne soit pas froid, on aura une belle récolte. Parce que comme les arbres se sont reposés l'année passée, cette année, la saison qui vient, on devrait avoir des fruits en abondance. Actuellement en phase de taille, pommiers comme poiriers retrouveront des couleurs sous peu avant de crouler sous le poids des fruits dont la récolte interviendra à partir du mois d'août. En bref, alors que depuis ce mercredi matin en France, il est de nouveau possible de consommer debout dans un bar, d'assister à des concerts debout, de grignoter au cinéma ou encore de danser sur les pistes des discothèques, la Suisse, elle, a choisi de lever presque toutes ses restrictions sanitaires à partir de ce jeudi. Le Conseil fédéral a en effet annoncé ce mercredi le retour à une vie quasi normale. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les commerces, dans les restaurants ou encore dans les établissements sportifs ou culturels. Le certificat Covid ne sera également plus exigé et la recommandation du télétravail prend fin. Le port du masque dans les établissements de santé et dans les transports publics reste néanmoins en vigueur, tout comme l'isolement d'au moins 5 jours pour les personnes testées positives à la Covid-19. Place à notre invité visio du jour et on reste en Suisse. On va parler croisière lacustre avec mon invité Benoît Gaillard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du groupe CGN, la Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman. Avant plus précisément de parler de votre actualité, à savoir la remise en service de votre bateau le Rhône, pouvez-vous nous présenter en quelques mots, assez rapidement, la CGN ? Alors la CGN est une entreprise plus que centenaire qui est active sur le magnifique Léman, qui a une histoire en fait qui vient du transport, public, qui vient du transport de marchandises, qui a connu au début du XXe siècle un tournant vers le tourisme et qui, je dirais, aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, cultive ces deux atouts-là,
C'est un acteur majeur du transport pour les personnes, les frontaliers qui travaillent de l'autre côté du lac par rapport à là où ils habitent. Et puis, c'est un acteur majeur du tourisme, je crois à la fois pour l'effet carte postale du Léman, nos bateaux Belle Époque font partie du paysage, et puis évidemment pour les expériences qu'ils proposent, à l'image de ce Rhône qui vient d'être remis en service et qui offre, je crois, d'excellentes possibilités de découvrir un patrimoine vivant sur le Léman. Comment avez-vous traversé cette crise Covid ? Alors, c'était honnêtement en partie très difficile parce que nous avons perdu du chiffre d'affaires durant l'année 2019, l'année 2020 de manière massive. On est allé jusqu'à moins 40% de recettes. L'année passée, encore moins 30%. Heureusement, on a pu compter sur un fort soutien des pouvoirs publics, d'une part, et puis d'autre part, sur un très fort engagement de notre personnel et une fidélité d'une bonne partie de nos passagers, même au plus fort de la crise, alors que si on se rappelle, en 2020, au printemps, il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées, la vie s'est pratiquement arrêtée, on a confiné, la CGN était là, elle a maintenu des services de transport qui étaient vraiment essentiels au fonctionnement des systèmes des deux côtés du lac, et nous sommes fiers finalement d'avoir pu garder la communauté lémanique active, d'avoir contribué à la garder active. Maintenant, c'est vrai que 2022, avec les nouvelles qui nous viennent autant de France que de Suisse, comme ça a été évoqué dans votre journal précédemment, nous espérons une sorte de renaissance lémanique. Et ce bateau Rhône, qui fera des courses inaugurales ces prochaines semaines, mais aussi l'ensemble de notre flotte, finalement, devrait nous permettre, nous l'espérons, de renouer avec le niveau de recettes et de fréquentation d'avant-crise, voire même de conquérir encore davantage de cœurs et de faire venir plus de familles, plus de personnes âgées, plus de jeunes sur nos bateaux pour découvrir finalement le Léman. Je crois que la crise a donné aux gens de redécouvrir aussi des choses dans la proximité, de redécouvrir le tourisme local. Et de ce point de vue-là, nous avons évidemment des atouts à faire valoir. La remise en service du Rhône a donc eu lieu ce mardi au débarcadère de Lausanne-Ouchy. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de ce bateau. Alors, c'est le dernier bateau de la Belle Époque mis en service sur le Léman, 1927. C'est quelque part un peu l'aboutissement de la machine à vapeur. Évidemment, je le dis avec un sourire parce que c'est la meilleure machine à vapeur produite pour un bateau du Léman. Mais après, on a quand même arrêté la machine à vapeur qui avait quand même aussi, comme on sait, quelques défauts. Et donc, finalement, c'est une pièce de l'histoire industrielle européenne. Elle a d'ailleurs aussi été rénovée avec des savoir-faire qui sont autant, je dirais, de l'artisanat très local, si on pense à la serrurerie, si on pense à la menuiserie. Je suis ici dans un magnifique salon ouvragé du Rhône, mais aussi des machines, des pièces, des savoir-faire qui viennent de toute l'Europe et notamment de France. Donc, voilà, je crois que c'est un assez beau symbole d'unité. Comme vous le savez, le Rhône est un fleuve qui relie la France et la Suisse. Le Rhône est un fleuve qui finalement fait corps avec le Léman. Le Léman, ça n'est rien d'autre que le Rhône qui a décidé d'être un lac pendant un temps. C'est un trait d'union entre les territoires, entre les cantons suisses qui l'entourent, entre les territoires suisses et français qui sont très fortement liés aujourd'hui par des échanges. C'était un magnifique symbole hier d'avoir la présence évidemment des autorités suisses pour ce bateau, mais aussi de représentants des autorités françaises. Je tiens à saluer par exemple la présence du maire de Thonon, M. Arminjon, qui avait fait le déplacement de Lausanne pour l'inauguration du Rhône. Je crois que c'est un symbole d'unité dont on a besoin en cette sortie de crise. Et si nous pouvons offrir ça, c'est-à-dire l'idée que le lac relie au lieu de diviser, eh bien nous serions heureux de l'offrir pour ce qu'on espère être une année 2022 débarrassée de la pandémie. C'est également un trait d'union entre tradition et modernité ? Évidemment, et c'est très intéressant parce qu'en réalité, la modernité nous a permis en partie de restaurer la tradition mieux qu'on n'avait jamais pu le faire par le passé. Il y a une anecdote amusante qui peut intéresser tout le monde ici. La figure de proue de ce bateau, qui était un magnifique moulage en métal, était tombée quelques mois après la mise en service en 1927. Elle n'avait jamais été remplacée. Aujourd'hui, elle a été remplacée, moulée à l'identique de l'original. Donc, quelque part, on a aujourd'hui un bateau qui est plus proche que jamais de ce qu'il a été en 1927 grâce à des techniques de recherche, de reconstitution extrêmement modernes. Et puis de l'autre côté, nous avons voulu un bateau qui finalement profite aussi des atouts de la modernité. Nous avons un bateau qui est thermiquement très efficient, mieux isolé que d'autres sur notre flotte. Il dispose aussi d'une pompe à chaleur qui lui permet, avec une alimentation électrique, de finalement se chauffer sur la base de la chaleur du lac. Donc on a voulu effectivement sur ce bateau mettre par petites touches des éléments de la technologie moderne, tout en restaurant, et je le dis pour les amateurs, tout en restaurant à l'identique une machine à vapeur
de 1927 avec des spécificités qui raviront vraiment les gens que la belle mécanique intéresse. Ce bateau, nouvelle génération, a également l'avantage de pouvoir naviguer en toute saison. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que sa bonne isolation notamment, et puis sa capacité à fonctionner, le cas échéant aussi, à quai, sans allumer les moteurs, donc sans émissions un peu gênantes d'échappement, de gaz d'échappement, signifie qu'en réalité, c'est le premier bateau à vapeur de notre flotte qui pourrait fonctionner toute l'année. Nous sommes encore en exploration sur la manière exacte dont il sera, disons, utilisé, exploité. On a lancé à la CGN ces derniers mois, ces dernières années, des recherches pour essayer de davantage rencontrer notre clientèle, de comprendre les besoins des gens, comment on peut les attirer sur des bateaux, quel type de croisière, quel type d'offre culinaire. Donc ce sera aussi un bateau d'expérimentation à ce titre. C'est très intéressant de se dire qu'on prend un bateau presque centenaire, que finalement on lui fait le lifting du siècle, et puis qu'en même temps, c'est un bateau exploratoire, c'est un bateau novateur. Au niveau du financement, 15,8 millions de francs ont été nécessaires, c'est une somme non négligeable. C'est tout à fait une somme non négligeable. Ce bateau, pour l'anecdote, est inscrit au registre des biens culturels d'importance nationale en Suisse. Cela signifie que même en cas de conflit armé, que personne ne souhaite évidemment, il faudrait protéger ce bateau en priorité. Je crois que ça montre finalement l'intérêt, c'est une belle reconnaissance de l'intérêt public de cette flotte historique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement utile comme une attraction commerciale ou touristique, c'est aussi un patrimoine finalement qu'on partage, même si on n'y monte pas. C'est un patrimoine qui a une valeur indépendamment finalement des croisières qu'on peut y effectuer ou non. C'est un patrimoine qui nous rappelle l'histoire du Léman, comment le Léman est devenu, je le disais tout à l'heure, d'un lac de transport, il est devenu un lac d'agrément, et puis aujourd'hui il est redevenu un lac de transport également. Je crois que c'est finalement ça qu'on célèbre aussi, encore une fois, c'est qu'il y a toujours eu beaucoup d'échanges autour du Léman, et le patrimoine nous raconte aussi cette histoire-là. Merci beaucoup Benoît Gaillard de nous avoir consacré quelques minutes. Très bonne continuation et longue vie au Rhône. Merci pour l'invitation, et l'invitation vaut pour tout le monde à venir découvrir ce bateau comme d'autres, sitôt que la belle saison sera avec nous. Merci pour l'invitation. Merci bien. Pendant ces vacances de février, le comité handisport de Savoie multiplie les activités de sport d'hiver à destination d'enfants handicapés moteurs ou sensoriels. L'objectif est clair, leur faire découvrir les joies de la glisse de manière plus adaptée. Exemple dans les Bauges, dans la station familiale des Aillons Margeria. C'est un reportage signé Lucas Ruche. On est parti. Non, regarde pas tes filles. Découvrir les joies de la glisse avec un personnel encadrant qualifié, aux petits soins pour les plus jeunes, c'est le programme de la semaine pour ce groupe d'enfants atteints d'un handicap moteur ou sensoriel. C'est le comité handisport de Savoie qui organise ces sorties. Et si aujourd'hui c'est ski alpin, ils s'adonneront dès vendredi au biathlon. Cet accompagnement personnalisé est adapté au handicap de chacun, ce qui permet aux skieurs en herbe de progresser en se sentant à l'aise. Ils arrivent à nous faire progresser avec des techniques très spéciales et que les autres éducateurs n'auront pas. Et malgré quelques chutes, les progrès de Kylian et ses amis sont significatifs. Il faudra désormais surpasser la peur du téléski. La petite rondelle qui vient se caler là en dessous. Essaye de bien la serrer avec tes jambes. Comme ça, si tu n'arrives pas à bien serrer avec ta main, tu viens serrer avec tes cuisses. À travers ce stage d'apprentissage, le comité a pour mission de faire oublier aux jeunes leurs différences. Quand ils sont avec un groupe, avec des valides, ils vont avoir tendance à soit être laissés à la traîne, soit être avec des plus jeunes qui n'ont pas forcément le même âge et les mêmes centres d'intérêt. Et du coup, le fait que nous, on adapte vraiment pour eux, déjà, ils se sentent mieux avec nous et c'est plus adapté, quoi. Certains vont pouvoir devenir totalement autonomes derrière, et puis d'autres vont avoir toujours besoin un peu d'un accompagnement, mais on va pousser vers l'autonomie maximum à chaque fois. Une autonomie presque nécessaire pour que chacun trace son propre chemin. Comme chaque soir, un point complet sur les Jeux Olympiques de Pékin 2022 avec Lucas Ruche qui m'accompagne toute cette semaine. Bonjour Lucas. Bonjour. Et on commence avec une superbe nouvelle. Oui, cela faisait 3 JO consécutifs que l'équipe de France de ski alpin attendait cela. Et c'est Clément Noël qui a remporté ce matin le slalom masculin. Il a remporté au terme d'une deuxième manche époustouflante. Il devance l'Autrichien Johannes Stroll et le Norvégien Sebastian Foss-Solvag. Le skieur licencié de Val d'Isère apporte aussi la première médaille de l'histoire des JO d'hiver au Massif des Vosges, massif dont il est originaire. C'est d'ailleurs une médaille historique à plus d'un titre pour le ski alpin français.
Oui, et c'était grâce au skieur haut-savoyard Antoine Deneria. Il remportait, souvenez-vous, à Turin la descente masculine. Je l'ai d'ailleurs interviewé cet après-midi. Et il ne cache pas sa joie, vous allez le voir, on l'écoute dans ce petit entretien que j'ai réalisé dans l'après-midi. Ouais, c'est génial. Moi, je suis vraiment super content pour Clément. Et, enfin, champion olympique, c'est énorme. Et puis, je suis content pour lui, pour toute l'équipe de France de ski, l'équipe de France olympique. Je pense aussi à tous ceux qui l'ont aidé. Enfin, le milieu du ski en général, c'est un titre olympique, c'est bien pour tout le monde. C'est vrai en premier évidemment pour Clément parce que ça couronne des années d'entraînement, d'efforts. Enfin, c'est le couronnement de tout le travail, de tout le très bon travail qu'il a fait. Donc, c'est vraiment génial pour lui. Moi, je suis très heureux que ça soit fini, que je sois plus le dernier. Il y a enfin un nouveau champion olympique de ski alpin en France. Et vraiment heureux que ça soit Clément. Et puis maintenant, j'espère qu'il y en aura tous les 4 ans, il y en aura un nouveau. Et voilà, c'est vraiment chouette. Lucas, ces Jeux Olympiques sont décidément bien compliqués pour Alexis Pinturault. Oui, le skieur de Courchevel ne termine que 16e. C'est une déception et c'est triste de le voir à un tel classement. Il aura une dernière chance de briller. C'est avec la course par équipe et ça débute ce samedi. Et d'ailleurs, on connaît la composition de l'équipe de France sur le Team Event. Oui, une composition homogène entre jeunesse et expérience. Il y aura Tessa Worley, Coraline Frasse-Sombé, Clara Direz, Alexis Pinturault, Mathieu Fèvre et Thibaut Favreau. En biathlon, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour la délégation française. Malheureusement non, elle termine 6e du relais français à 2 minutes des Suédoises. Elles n'ont jamais vraiment été dans le match. Elles n'ont jamais été dans le match. Les Russes et les Allemandes, elles complètent le podium. Pas de médaille non plus en ski de fond. Pas de médaille pour le ski de fond. Les fondeurs français n'ont pas réussi à briller sur leurs relais respectifs. Les hommes finissent 7e et les filles 10e. C'est l'Allemagne qui s'impose d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs donc l'Allemagne qui s'impose. Et chez les femmes, c'est les femmes et la Norvège chez les hommes. Pardon. Est-ce que la France remonte au classement des médailles après cette belle médaille remportée par Clément Noël? Malheureusement, non. La France reste 10e toujours avec 2 médailles de bronze, 7 médailles d'argent et donc 4 médailles en or. Pardon. Un mot sur le programme de jeudi pour terminer. Et enfin, jeudi, il y aura l'entrée en lice de notre porte-drapeau Kevin Rolland en ski halfpipe à partir de 5h du matin. Ensuite, à 7h du matin, il y aura les 8e de finale de ski cross avec les 2 chances tricolores Alizé Baron et Jade Grier-Aubert. Merci. Enfin, vas-y, si on finira sur une petite note internationale, il y aura l'épreuve de combiné en ski alpin féminin. Et on verra si la star américaine Mikaela Shiffrin gagnera enfin sa première médaille ou non. Merci beaucoup Lucas, je te dis à demain soir. Merci, à demain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paune. Vous retrouverez juste après le 3e épisode de votre émission Panorama, consacrée cette semaine à l'école hôtelière Savoie-Léman de Thonon-les-Bains. Et pour cet épisode inédit, un focus sur les établissements d'application. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve jeudi pour un nouveau JT sur 8 Mont Blanc. On se quitte avec de belles images tournées sous le soleil par Victoria Lopez à Bellevaux, dans le secteur de la Chèvrerie, sur un itinéraire de randonnée plutôt accessible jusqu'au lac de Petiteuse. Avec la météo bien maussade de ces derniers jours, ces images sont à consommer sans modération.